C'est Président élu, un thriller, Luke Stone, volume 5, écrit par Jack Mars, lu par Jean. La mort est de loin plus douce que la tyrannie. Échille, 2 ans plus tard. Chapitre 1er. 2 novembre, 02:35, heure normale de l'Est, près du Tidal Basin, Washington, D.C. « Ok, » fit l'homme, son souffle s'évaporant en volutes blanches. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Il était tard, et dans la nuit froide tombait une pluie légère. Il s'appelait Patrick Norman et se parlait à lui-même. C'était un enquêteur, habitué à passer de longs moments en solitaire. Parler tout seul faisait partie du boulot. Il arpentait le chemin en béton au bord de l'eau. Il n'y avait personne alentour. Un peu plus tôt, à une 50aine de mètres de là, il avait croisé un sans-abri, ou supposait-elle, étendu sur un banc sous des journaux. À présent, cet homme avait disparu, et les journaux s'étaient répandus sur le sol détrempé. D'où il se trouvait, Norman distinguait le Lincoln Memorial, loin sur sa droite. Droit devant lui, de l'autre côté du Tidal Basin, se dressait le dôme du Jefferson Memorial, éclairé de lumière verte des bleues scintillantes qui se reflétaient dans l'eau. Norman faisait ce métier depuis longtemps, et c'était le genre de réunion qu'il appréciait. Tard le soir, dans un endroit isolé, avec quelqu'un cachant son identité, risqué, mais ce type de rencontre avait déjà porté ses fruits dans le passé. Sinon, il ne serait pas ici aujourd'hui. Sur le chemin, quelqu'un venait lentement dans sa direction. Un homme de grande taille, portant un long imperméable et coiffé d'un chapeau à large bord, rabattu sur son visage. Norman le regarda s'approcher. Soudain, il perçut un mouvement derrière lui. Il pivota face à 2 autres types. L'un d'eux était le sans-abri de tout à l'heure. Il était noir, vêtu d'un bleu de travail déchiré et d'une épaisse parka mouillée, sale et tachée. Ses bas des cheveux se dressaient en drôles de touffes et de boucles au sommet de son crâne. Le second était juste un autre quidam en impair et chapeau, affublé d'une moustache touffue. C'était tout ce que Norman pourrait en retenir s'il devait le décrire par la suite. Il était trop alarmé à cet instant pour capter beaucoup de détails. « Messieurs, en quoi puis-je vous aider ?» lança-t-il. « Monsieur Normand, » articula le grand type derrière lui, d'une voix très grave. « Je crois que c'est à moi que vous voulez parler. » Les épaules de Norman s'affaissèrent. Il jouait à un jeu. Si ces types avaient voulu l'attaquer, il l'aurait déjà fait, ce qui le soulagea un peu. C'étaient des agents du gouvernement, des espions, des barbouzes, des spécialistes du renseignement, se dénommaient-ils sans doute eux-mêmes. Cela le contrariait un peu aussi. Il n'était pas confronté à une source mystérieuse d'informations. Ces types l'avaient donc traîné ici, au milieu d'une nuit pluvieuse, pour lui dire « Quoi ?» Il lui faisait tant perdre son temps. Norman fit de nouveau face à l'homme. « Et vous êtes ?» L'autre haussa les épaules. Un sourire s'esquissa sous l'ombre de son chapeau. « Peu importe qui je suis. L'important, c'est pour qui je travaille. Et je peux vous dire que mes chefs ne sont pas contents de la qualité de votre travail. »« Je suis le meilleur, » affirma Norman. Il prononça ces mots sans la moindre hésitation, car il y croyait. On pouvait débattre de bien des choses, mais si une seule n'était jamais remise en question, c'était la qualité de son travail. C'est ce qu'ils croyaient aussi quand ils vous ont engagé. Vous conviendrez, je pense, qu'ils ont été patients. Ils vous ont payé pendant 1 an, sans aucun résultat. Mais tout à coup, on se rend compte que tout ce temps s'est écoulé et qu'on a pris beaucoup de retard. Ils sont forcés de prendre une autre direction qu'ils avaient espéré ne pas prendre. L'élection est dans 5 jours maintenant. Norman secoua la tête et écarta les mains, paumes en l'air. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Il voulait que je trouve une preuve de corruption, et j'ai cherché. Il n'y en a pas. Elle peut avoir bien des défauts,
mais elle n'est certainement pas corrompue. Elle n'a aucun lien, formel ou informel, avec les affaires de son mari. Celui-ci ne gère même plus les affaires quotidiennes de son entreprise, laquelle n'a aucun contrat gouvernemental, ici ou ailleurs. Tous ses actifs d'avant-mariage sont gérés par une fiducie sans droit de regard, sans participation de sa part, une mesure qu'elle a prise quand elle a gagné un siège au Sénat il y a 15 ans. Il n'y a aucune preuve de pot de vin d'aucune sorte, ni même l'ombre d'une rumeur. Donc vous avez échoué dans vos recherches, en conclut l'homme. Norman hocha la tête. J'ai échoué dans... Vous avez échoué, en un mot. Une lueur de compréhension fusa dans l'esprit de Norman, quelque chose qu'il n'avait pas envisagé, car on ne le lui avait jamais demandé jusqu'ici. Il voulait que je trouve quelque chose, dit-il, que ce soit réel ou pas. Personne ne dit mot. Si c'est le cas, pourquoi ils ne me l'ont pas fait savoir dès le début? Je leur aurais dit d'aller se faire foutre, et on n'aurait jamais eu ce malentendu. Si vous voulez inventer des histoires, n'engagez pas un enquêteur, engagez un publicitaire. Le type se contenta de le fixer. Son silence et celui de ses deux acolytes devenaient stressants. Norman sentit son cœur s'accélérer et un léger frisson parcourir son corps. « Vous avez peur, monsieur Norman ? » ?»« De vous ? Aucun risque. » L'homme lança un regard aux deux autres. Sans un mot, ceux-ci empoignèrent Tech Norman, chacun lui bloquant un bras. Ils les tirèrent violemment dans son dos et le forcèrent à s'agenouiller. L'herbe mouillée trempa aussitôt son pantalon. « Hé !» cria-t-il. « Hé !» Crier était une vieille technique de fuite apprise lors d'un cours d'autodéfense, bien des années plus tôt. Elle lui avait servi 1 ou 2 fois. Si vous êtes attaqué, hurlez aussi fort que vous pouvez. Cela surprend l'assaillant et fait souvent accourir du monde. Personne ne s'y attend, car d'ordinaire, les gens élèvent rarement la voix. La plupart des victimes ne le font pas. C'est triste à dire, mais beaucoup de gens dans ce monde sont agressés, violés ou tués juste parce qu'ils sont trop polis pour hurler. Norman prit son souffle pour pousser le plus fort hurlement de toute sa vie. L'homme souleva sa tête en la tirant par les cheveux et fourra un chiffon dans sa bouche. Un grand chiffon, mouillé, souillé d'huile ou d'essence ou autre substance toxique, qu'il enfonça profondément, en plusieurs violentes poussées. Norman n'arrivait pas à croire qu'il puisse en fourrer autant dans sa bouche. Ses mâchoires étaient écartelées. Il n'arrivait pas à le recracher. Son odeur et son goût infect lui donnaient de la nausée. Il déglutit. S'il vomissait, il risquait de mourir étouffé. « Gueux !» gargouilla-t-il. « Gueux !» L'homme le frappa à la tempe. « Ta gueule !» siffla-t-il. Son chapeau était tombé, et Norman distinguait à présent ses yeux bleus au regard féroce et dangereux. Un regard sans pitié, mais également sans colère ni humour. Ses yeux ne trahissaient aucune émotion. Il sortit de son impaire un pistolet noir, puis un long silencieux. Lentement, soigneusement, sans aucune hâte, il vissa le silencieux sur le canon du pistolet. « Savez-vous quel bruit produit ce pistolet quand il fait feu ?» demanda-t-il. « Gueux !» vociféra Norman. Tout son corps était pris de tremblements incoercibles. Son système nerveux se détraquait. Il était submergé de tant de messages à la fois qui tentaient de se frayer un chemin dans le système que Norman en restait pétrifié. Il ne pouvait que trembler. Il remarqua alors que l'homme portait des gants de cuir noir. « Il fait le bruit de quelqu'un qui tousse. C'est comme ça que je l'entends en général. » Quelqu'un tousse une seule fois et le fait assez discrètement pour ne déranger personne. Il appuya le canon sur le côté gauche de la tête de Norman. « Bonne nuit, monsieur Norman. Désolé que vous ayez mal fait votre boulot. » L'homme baissa les yeux sur ce qui restait de Patrick Norman, ex-enquêteur indépendant. Ça avait été un homme mince et élancé, portant un trench coat gris sur un costume bleu. Sa tête était fracassée,
Le côté droit explosé par le trou de sortie de la balle. Tout autour, le sang se répandait dans l'herbe et gagnait le chemin. Si la pluie persistait, ce sang serait certainement vite rincé. Mais le corps? L'homme tendit le pistolet à l'un de ses assistants, celui qui avait de jouer les sans-abri. Portant également des gants, celui-ci s'accroupit près du cadavre et posa l'arme dans sa main droite. Il pressa méticuleusement chaque doigt en plusieurs endroits, puis fit tomber le pistolet à une quinzaine de centimètres du corps. Il se releva et secoua tristement la tête. « Quel dommage !» dit-il avec un accent londonien. « Encore un suicide. Je suppose qu'il trouvait son travail stressant. Trop de revers, trop de déceptions. » « C'est ce que croira la police. » L'Anglais esquissa une ombre de sourire. « Aucune chance. » Chapitre 2 8 novembre 03.17 heure de l'Alaska 07-17 heure normale de l'Est. Versant du mont Denali, parc national, Denali, Alaska. Luke Stone ne bougeait pas d'un poil. Parfaitement immobile, il était accroupi sur un toit, derrière une cage d'escalier extérieure basse, faite de plaques de ciment. La nuit était chaude et lourde, assez pour que la sueur ait trempé ses vêtements. Il respirait profondément, les narines évasées, mais ne faisait pas un bruit. Son cœur battait dans sa poitrine, lentement mais fort, tel un poing, cognant en rythme sur une porte. Boum boum, boum boum, boum boum. Il glissa un œil à l'angle de l'édicule. De l'autre côté, 2 barbus attendaient, des fusils automatiques à l'épaule. Accoudés au parapet du bâtiment, ils observaient dans le port en dessous. Ils bavardaient tranquillement, riaient d'une plaisanterie. L'un d'eux alluma une cigarette. Luke porta la main à sa jambe et fit glisser le couteau de chasse dentelé de la bande qui le maintenait contre son mollet. Il vit le gros Ed Newsam apparaître sur sa droite, marchant d'un pas presque nonchalant. L'obèse s'approcha des gardes, qui l'avaient repéré. Repérer Ed Newsam avait quelque chose d'alarmant. Ed leva ses mains vides en l'air, mais continua d'avancer vers eux. L'un des barbus grogna quelques pomotis en arabe. Luke jaillit de sa cachette, couteau brandi. Une seconde découlée. Il fonça vers les hommes, ses pas écrasant lourdement le gravier du toit. 3 secondes. 4. Les gardes l'entendirent, se tournèrent pombre vers lui. C'est alors qu'Ed attaqua. Il attrapa la tête du plus proche et la tordit violemment sur la droite. Luke frappa l'autre à la poitrine, l'envoyant bouler sur le toit. Il lui sauta dessus et planta de toutes ses forces le couteau dans son pectoral, qu'il perfora du premier coup. Il plaqua une main sur sa bouche et sentit les poils rêches de sa barbe. Il le poignarda encore et encore, rapidement, tel le piston d'une machine. L'homme se débattit et se tortilla, tenta de repousser Luke, mais celui-ci lui écarta les mains d'une claque et continua de frapper. Le couteau produisait un bruit liquide chaque fois qu'il pénétrait. Les bras du garde retombèrent le long de ses flancs. Ses yeux étaient ouverts. Il était encore en vie, mais toute résistance l'avait quitté. Achève-le. Finis-en maintenant. Luke souleva la tête du barbu, sa main libre, écrasant toujours sa bouche, et passa la lame dentelée en travers de sa gorge. Un jet de sang fusa. Terminé. Il garda sa main pressée sur la bouche de l'homme jusqu'à ce qu'il soit mort. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, laissant la vie s'écouler tranquillement de son adversaire. « Regarde ton mec !» s'écria Ed. « Regarde !»« Pas envie !» répliqua Luke. Il continua de contempler le ciel, la grande traînée de la Voie lactée, emplissant son champ de vision. Il distinguait des millions d'étoiles. C'était... Il n'avait pas de mots pour cela. Beau était le seul qui lui venait à l'esprit. Il aurait aimé contempler ces étoiles indéfiniment. Il savait ce qu'il verrait s'il baissait les yeux. Il l'avait trop vu déjà. « Tu dois regarder, mec !» insista Ed, d'une voix douce. « C'est ton boulot. »
Luc secoua la tête. Non, mais il n'avait pas le choix. Il jeta un œil au cadavre sous lui. La barbe noire du djihadiste avait disparu. La figure farouche avait fait place aux traits délicats d'une femme. Les cheveux noirs bouclés étaient redevenus longs et doux d'un châtain clair. Luc lui couvrait encore la bouche de sa main. Ses yeux bleus des morts le fixaient aveuglément. Les yeux de sa femme, Becca. « Tu l'as fait, mec, » chuchota Ed. « Tu l'as tué pour de bon. » Luc s'éveilla en sursaut. Il s'assit, raide comme un piquet, dans l'obscurité profonde, son cœur battant la chamade. Il était nu. Son corps était trempé de sueur, et ses cheveux, longs, tout emmêlés. Sa barbe blonde était aussi épaisse que celle d'un guerrier islamique. Avec ses cheveux, sa barbe et sa peau tannée, il pouvait facilement passer pour un sans-abri. Il était fourré dans un sac de couchage momie conçu pour les grands froids jusqu'à moins 22 degrés. Hors de sa petite tente, le vent hurlait. Le toit de la tente battait follement, un bruit si fort qu'il couvrait presque celui du vent. Il était seul sur le versant ouest du Denali, à près de 5000 mètres d'altitude, et la montagne était déjà bien avancée dans l'hiver. Une tempête de neige avait déferlé 2 jours plus tôt, et n'avait pas cessé de souffler depuis. Il n'avait pas fait de feu depuis que la tempête était survenue. Depuis 40 heures, il n'avait pas quitté la tente, sauf pour uriner. Il était à 1200 mètres du sommet, et il semblait qu'il n'allait pas y arriver. Certains pourraient dire qu'il n'arriverait nulle part. Il était venu ici avec un manque cruel de préparation. Il s'en rendait compte à présent. Il avait apporté assez d'eau pour 4 jours, et il n'en avait plus depuis 2 jours. Depuis lors, il mangeait de la neige et de la glace pour s'abreuver. Ce n'était pas grave. Le pire, c'était la nourriture. Il avait apporté un tas de repas secs tout prêts. La plupart d'entre eux étaient engloutis maintenant. À l'arrivée de la tempête, il s'était mis à rationner la nourriture. Il mangeait moins de la moitié des calories quotidiennes dont il avait besoin. Heureusement, il avait à peine bougé en 2 jours, et il économisait son énergie. Il ne s'était pas soucié d'apporter un réchaud. Il n'avait pas de radio, donc aucune idée de la météo. Il avait été amené ici par un hélicoptère privé et n'avait pas laissé d'itinéraire au service du parc. Personne ne savait qu'il était ici, à part le pilote de l'hélico, à qui il avait dit qu'il l'appellerait quand il aurait fini. « Est-ce que j'essaye de me tuer ?» se demanda-t-il à voix haute, surpris par le son de sa propre voix. Il connaissait la réponse. Non, pas nécessairement. Si cela se produisait, tant pis. Mais il n'essayait pas activement de mourir. On pourrait dire qu'il prenait le risque que cela arrive, qu'il prenait même des risques insensés, et qu'il le faisait depuis la mort de Becca. Il désirait vivre, il voulait juste devenir meilleur, et s'il n'y arrivait pas, il avait échoué en tant que mari, il avait échoué en tant que père. À 41 ans, sa carrière était derrière lui. Il avait démissionné de son travail au gouvernement 2 ans plus tôt et n'avait rien cherché d'autre. Il n'avait pas consulté son compte bancaire depuis un moment, mais il était raisonnable de supposer qu'il était presque à sec. La seule chose pour laquelle il avait toujours été assez doué, c'était de survivre dans un milieu rude et impitoyable, et de tuer, il était bon pour ça aussi. Autrement, sa vie n'était qu'un échec total et abject. Il risquait de mourir sur cette montagne, mais cette perspective ne le terrorisait pas du tout. Il était vide, creux, indifférent. « Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici, » dit-il. Mais c'était juste pour meubler la conversation. Il pouvait partir. Ou pas. Ce serait un bon endroit pour mourir, et chose facile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était rien. D'ici peu, il serait à court de nourriture. Boire de la neige fondue ne le ferait pas durer très longtemps. Il s'affaiblirait graduellement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus redescendre de la montagne par ses propres moyens. Il mourrait de faim. À un moment donné, il sombrerait dans le sommeil et ne se réveillerait plus jamais. Que décider? Que décider?
Il se mit à crier tout à coup, surpris par sa propre voix. « Donne-moi un signe, dis-moi quoi faire !» C'est alors que son téléphone fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il sonna. Le son le fit sursauter et son cœur manqua un battement. La sonnerie était à sa puissance maximale. C'était un morceau de rock que son fils Gunner avait mis dans son téléphone 2 ans plus tôt. Luke ne l'avait jamais changé. Mieux, il l'avait laissé à dessein. Il chérissait cette chanson qui constituait le dernier lien entre deux. Si. Il regarda le téléphone. Il lui évoquait une chose vivante, une vipère venimeuse à manipuler avec précaution. Il le ramassa, jeta un œil au numéro affiché et répondit « Allô ?» La ligne était brouillée. Naturellement, l'épaisseur de la toile de tente bloquait le signal satellite. Il allait devoir sortir pour prendre cet appel, une perspective peu réjouissante. « Je vous rappelle !» cria-t-il dans l'appareil. Même en s'activant, il lui fallut plusieurs minutes pour enfiler les couches de vêtements nécessaires. Il faisait trop froid dehors pour faire les choses bien moitié. Il ouvrit la tente, rampa à travers la minuscule entrée et s'extirpa dans la tempête. Le vent et la glace cinglèrent en même temps son visage. Il devait faire vite. Il accrocha un fanal lumineux au montant de la tente et s'éloigna du bruit de la toile battant au vent, trébuchant à chaque pas dans la neige épaisse. Il avait pris une torche puissante et se retournait tous les quelques pas pour repérer la direction de son campement. Il n'y avait aucune lumière dehors et la visibilité ne portait pas à plus de 22 mètres. La neige et la glace tourbillonnaient autour de lui. Il appuya sur le bouton d'appel et glissa le téléphone dans la capuche de sa parka. Figé comme une statue, il écouta les bips tandis que le téléphone se connectait au satellite et que l'appel tentait de passer. « Stone !» répondit une grosse voix masculine. « Oui. »« Restez en ligne, je vous passe la présidente des États-Unis. » Il y eut une courte attente. « Luke !» s'enquit une voix féminine. « Madame la présidente !» cria Luke. Il ne put s'empêcher de sourire. « Ça fait longtemps. »« Bien trop longtemps. » répondit Susan Hopkins. « Que me vaut cet honneur? J'ai des ennuis, dit-elle. J'ai besoin de vous ici. » Luke y réfléchit un instant. « Je suis loin de tout en ce moment. Ça va être un peu compliqué de... » « Peu importe, trancha-t-elle. Où que vous soyez, je vous envoie un avion. Ou un hélicoptère. Tout ce qu'il vous faut. Un bon gros Saint-Bernard ferait l'affaire pour commencer, répondit Luke, avec un petit tonnelet de whisky autour du cou. C'est fait. Il vous apportera aussi un sandwich, au cas où vous auriez faim. Luke se retint de rire. C'est rien de le dire, et quand j'aurai mangé, j'aurai vraiment besoin de cet hélico. Fait aussi. Avant de raccrocher, je vous passe quelqu'un qui va prendre vos coordonnées et enverra quelqu'un vous chercher. On se met en 4 ici. On croit au service à domicile. Luke devait bien admettre qu'il ressentit un bref soulagement. Un instant plus tôt, il ne voyait aucun moyen de quitter cette montagne. Pas de seconde chance dans sa vie. À présent, il en avait une. Avant, il ne savait plus s'il voulait vivre ou mourir. Mais il en était sûr maintenant. Il le savait à la façon dont son sang n'avait fait qu'un tour quand elle lui avait offert une issue. Intellectuellement, il hésitait toujours, mais viscéralement, son corps s'était clairement exprimé. Il voulait vivre. Malgré tout l'enfer qu'il avait traversé, d'une façon ou d'une autre, il voulait vivre. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit-il. Elle hésitait souta, et quand elle parla, sa voix frémit légèrement. Il put l'entendre malgré le vent qui le fouettait. Hier, c'était l'élection présidentielle. Luke considéra la chose. Il était hors circuit depuis si longtemps qu'il n'avait plus aucune idée de la date. Quelque part, loin d'ici, des gens faisaient bampoxer campagne pour le poste suprême. Les roues du gouvernement continuaient à de tourner. Il y avait des politiques à débattre et des décisions importantes à prendre. Il y avait une couverture médiatique et des moulins à paroles qui s'écharpeillaient. Il n'avait pas songé à tout cela depuis quelque temps. En fait,
Il en avait presque oublié l'existence. Un long silence plana entre eux deux. « Luc, » reprit Suzanne, « j'ai été battue. » Chapitre 3 08 Ndoro 3, heure normale de l'Est, bureau ovale, Maison-Blanche, Washington, D.C. « Ce sale enfoiré !» proféra-t-on dans la pièce. Il l'a truqué, purement et simplement. Debout au milieu du grand bureau, Susan Hopkins regardait le large écran TV plat fixé au mur. Elle était toujours paralysée, presque en état de choc. Elle avait beau s'efforcer de se concentrer sur ce qu'elle voyait, elle peinait à avoir les idées claires. C'était trop à intégrer. Elle était très consciente de la tenue qu'elle portait. Un tailleur bleu, nuit, et un chemisier blanc. Elle ne se sentait pas à l'aise dedans. Jadis, il lui allait très bien. En fait, il avait tenté tailler sur mesure, mais c'était clair aujourd'hui que son corps avait changé. À présent, le tailleur tombait mal. Les épaules de la veste étaient laides et trop amples, le pantalon trop serré. Les bretelles de son soutien-gorge lui pinçaient la peau du dos. Trop de dîners tardifs, trop peu de sommeil, trop peu d'exercice. Elle soupira profondément. Ce boulot la tuait de toute façon. Hier à la même heure, juste après l'ouverture des bureaux de vote, elle avait été l'une des premières à voter aux États-Unis. Elle était sortie de l'isoloir avec un grand sourire et le poing en l'air. Une image captée par les photographes et les caméras de télévision est devenue virale au cours de la journée. Suzanne avait surfé sur une vague d'optimisme pour le jour du scrutin, et les sondages d'hier matin établissaient le soutien de plus de 60% d'électeurs potentiels. Un possible raz-de-marée en formation. Et maintenant ça! Elle vit son adversaire, Jefferson Monroe, monter à la tribune de son quartier général de Wheeling, en Virginie occidentale. Bien qu'il ne soit que 8 heures du matin, une foule de supporters et de personnel de campagne emplissait les locaux. Les caméras faisaient des panoramiques sur des quantités de grands chapeaux, rouges, blancs et bleus, style Abraham Lincoln, qui était en quelque sorte devenu l'emblème de la campagne de Monroe. Avec les banderoles agressives devenues le cri de guerre de ses troupes, « L'Amérique est à nous ». À nous, qu'est-ce que ça voulait dire? Par opposition à qui? À qui d'autre appartiendrait-elle? C'était clair, aux minorités, aux non-chrétiens, aux homosexuels, au choix. En particulier, cela visait nettement les immigrants chinois en Amérique, ainsi que les Américains d'origine chinoise. Quelques semaines auparavant, la Chine avait menacé de recouvrer sa dette, ce qui pouvait mettre les États-Unis en faillite. En fait, cela avait permis à Monroe de surfer sur une vague de peur anti-chinoise dans les derniers jours de sa campagne. Monroe prospérait grâce à la peur des Chinois en particulier. Selon lui, ces gens-là étaient des pions cachés, œuvrant pour les ambitions impérialistes du gouvernement de Pékin et les oligarques chinois qui achetaient des pans entiers de l'immobilier et des intérêts commerciaux américains. Selon Monroe, si l'on ne se montrait pas sévère, la Chine prendrait le contrôle de l'Amérique. C'était ses troupes Koshu Peisu avec Kumbon, tout gobé. Les ennemis jurés de Jefferson Monroe et de ses supporters étaient donc les Chinois. Ceux-ci étaient la grande némésis de l'Amérique, et l'ancien mannequin écervelé, en poste à la Maison-Blanche, n'avait pas Dieu pour le voir, ou bien était une collabo vendue aux Chinois. Monroe fixa l'assemblée de ses yeux profondément enfoncés, au regard d'acier. Âgé de 74 ans, il avait des cheveux blancs et des traits ridés et burinés, un visage paraissant plus vieux qu'il ne l'était. Si l'on ne se fiait qu'à sa figure, il aurait pu aussi bien avoir 100 ans ou 1000. Mais il était grand et se tenait droit. Au dire de tous, il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit, et cela lui suffisait. Il portait une luxueuse chemise blanche fraîchement amidonnée, au col ouvert et sans cravate, une autre de ses signatures.
Il était milliardaire, ou peu s'en faut, mais par Dieu, c'était un homme du peuple, un homme issu de rien, un cutéreux des montagnes de Virginie occidentale, un homme qui, malgré sa récente fortune, avait méprisé les riches toute sa vie. Un homme qui méprisait plus que tous les libéraux, surtout ceux du Nord-Est, et tout particulièrement les New-Yorkais. Pas d'habits tape à l'œil, de costumes d'initié Washington DC, ni de cravates officielles pour lui. Il avait réussi à oublier, très commodément, qu'il était lui-même l'ultime initié de Washington, ayant passé 24 ans au sein du Sénat. Suzanne supposait qu'il y avait un minimum de vérité dans son affectation. Il avait eu une éducation misérable dans les Appalaches, c'était de notoriété publique, et il s'en était sorti à la force du poignet. Mais il n'était pas l'ami de l'homme ou de la femme de la rue. Pour orchestrer son ascension, il s'était toujours, dès ses débuts, aligné sur les éléments les plus rétrogrades de la société américaine. Dans sa jeunesse, il avait été une petite frappe de Pinkerton, attaquant les mineurs en grève à coups de gourdin et de manches de hache. Il avait passé toute sa carrière dans les petits papiers des grands lobbies du charbon, se battant avec constance pour moins de réglementation, moins de sécurité au travail et moins de droits pour les travailleurs. Et ses efforts avaient été largement récompensés. « Je vous l'avais dit », lança-t-il dans le micro. L'assistance explosa en vivaces tapageurs. Monroe la tempéra d'un signe de la main. « Je vous avais dit que nous allions reprendre l'Amérique. » Nouvelles acclamations. « Vous et moi !» cria Monroe. « Nous l'avons fait !» Les vivas changeaient, se transformaient peu à peu en un slogan que Suzanne ne connaissait que trop bien. Ce slogan avait une drôle de cadence, comme une valse un peu gauche ou une sorte de répond. « L'Amérique est à nous, l'Amérique est à nous, l'Amérique est à nous !» Et cela continuait en une litanie qui nouait les tripes de Suzanne. Au moins, il n'avait bien mis pas commencer par ce slogan « Foutez-la dehors », qui était devenu populaire un moment. La première fois qu'elle l'avait entendu, elle en avait eu les larmes aux yeux. Elle savait que beaucoup de ceux qui le clamaient ne faisaient sans doute que fanfaronner, mais un certain nombre de ces tarés voulaient vraiment la pendre, soi-disant parce qu'elle était une traîtresse de mèche avec la Chine. À cette pensée, elle ressentait un creux dans sa poitrine. « Plus d'usines vides !» criait Monroe. C'était maintenant son tour de lever un poing triomphant. Plus de villes livrées au crime, plus de crasse humaine, plus de trahison chinoise. Plus jamais ça, scandait l'assistance à l'unisson. Un autre de ses slogans favoris. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Kurt Kimball, vif, alerte, grand et fort comme d'habitude, au crâne parfaitement chauve, s'avança devant la télé et coupa le son à l'aide de la télécommande. Ce fut comme si un sort avait été brisé. Tout à coup, Suzanne reprit totalement conscience de son environnement. Elle se trouvait dans l'espace salon du bureau ovale avec Kurt et son assistante personnelle, Amy Cat Lopez, le ministre de la Défense Haley Lawrence et quelques autres. C'étaient là certains de ses conseillers de confiance. La vice-présidente Marybeth Horning assistait à la réunion sur un moniteur vidéo en circuit fermé. Après la catastrophe de Mount Wither, les protocoles de sécurité avaient changé. Marybeth et Suzanne ne devaient jamais se trouver au même endroit, au même moment, ce qui était bien dommage. Marybeth était une héroïne pour Suzanne. Ancienne sénatrice ultralibérale de Rhode Island, elle avait enseigné à l'université Brown pendant plus de 20 ans. Elle avait l'air frêle et effacée, avec ses cheveux gris coupés au carré et ses lunettes de grand-mère à monture ronde. Mais chez elle, les apparences étaient trompeuses. Elle était aussi une foudre de guerre pour les droits des travailleurs, des femmes, des homosexuels et pour l'environnement. Elle était le cerveau de l'initiative réussie en matière de santé que l'administration de Suzanne y avait lancée. Marybeth était à la fois
un génie modeste, une férue d'histoire et une combattante politique féroce, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ce qui était triste aussi, c'était que Marie-Beth habitait dans la vieille maison de Suzanne, sur le terrain de l'observatoire naval. Cette maison était l'un de ses endroits préférés. Elle aurait bien aimé y aller de temps en temps. « On a un problème », déclara Kurt Kimball en désignant la télé muette. Suzanne faillit éclater de rire. « Kurt, j'ai toujours admiré ton don pour la litote. Jefferson Monroe avait fait campagne sur la promesse, qu'il solliciterait le Congrès pour pouvoir déclarer la guerre contre la Chine dès le premier jour de son mandat. En fait, la plupart des gens avaient du mal à le prendre au sérieux. Il avait laissé entendre que la première action de l'armée américaine serait des frappes nucléaires tactiques sur les îles artificielles chinoises dans la mer de Chine méridionale. Il avait également promis qu'il érigerait des murs de sécurité autour des quartiers chinois de New York, Boston, San Francisco et Los Angeles. Il avait déclaré qu'il demanderait aux Canadiens de faire de même à Vancouver et à Calgary. Tout naturellement, les Canadiens avaient rejeté cette laissée idée. « Ce pays est devenu fou », reprit Kurt, « et on s'attend à ce que Monroe réclame à nouveau ton discours d'acceptation, Suzanne. » Kat Lopez secoua la tête. En tant que chef de cabinet de Suzanne, Kat avait des mûries et s'était épanouie ces 2 dernières années. Elle avait également vieilli de 10 ans. Lorsqu'elle avait pris ses fonctions, c'était une jeune femme de 37 ans d'une beauté irréelle. Maintenant, elle faisait bien chaque minute de ses 39 ans, voire plus. Des taillis rides s'étaient comme creusés sur son visage, et du gris s'insinuait dans le noir de jais de ses cheveux. « Je te conseille de ne pas le faire, Suzanne, » intervint-elle. « Nous avons des preuves d'une suppression généralisée des bulletins des minorités dans 5 États du Sud. Nous avons des soupçons de fraude pure et simple sur les machines de vote dans l'Ohio, la Pennsylvanie et le Michigan. Les décomptes sont encore trop serrés pour se prononcer en de nombreux endroits. Ce n'est pas parce que les chaînes de télévision ont déclaré ces États comme lui étant acquis que nous devons le faire. On peut faire traîner cette affaire des semaines, voire des mois. Et provoquer une crise de la succession présidentielle, ajouta Kurt. On peut la supporter, reprit Kat. On a vu pire. L'investiture n'est pas avant le 20 janvier. Si ça prend aussi longtemps, eh bien soit, ça nous fait gagner du temps. S'il y a eu fraude, nos analystes vont la découvrir. S'il y a eu suppression de bulletins comme on le pense, il y aura des poursuites. En attendant, on gouverne toujours. Je suis d'accord avec Kat, intervint Marie-Beth à l'écran. Je dirais, combattons jusqu'à ce qu'on tombe. Suzanne se tourna vers Harley Lawrence. Il était grand et costaud, avec des cheveux blonds ébouriffés. Son costume était tellement froissé qu'on aurait dit qu'il s'était évanoui dedans. Il avait l'air de s'être réveillé 10 minutes plus tôt, d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars. À part leur taille, Kurt Kimball et lui n'avaient rien en commun. « Haley, vous êtes le seul républicain dans cette pièce, » dit-elle. « Monroe est membre de votre parti. J'aimerais avoir votre avis avant de décider quoi que ce soit. » Lawrence mit un long moment à répondre. « Je ne crois pas que Jefferson Monroe soit vraiment un républicain. Ses idées sont bien plus radicales que conservatrices. Il s'entoure de bandes de jeunes malfrats. Il a passé l'année dernière à flatter les penchants les plus vils et arriérés des coléreux et des rancuniers. Il est un danger pour la paix mondiale, pour l'ordre social et pour les idéaux sur lesquels ce pays a été fondé. » Haley prit une longue inspiration. « Je détesterais le voir, lui et son engeance, occuper ce bureau et ce bâtiment, même s'il s'avère qu'il a réellement gagné. Si j'étais vous, je lui ferais obstruction le plus longtemps possible. » Suzanne acquiesça. C'était ce qu'elle voulait entendre. Il était temps de se préparer à se battre. « Très bien, je ne vais pas reconnaître ma défaite.
Nous n'allons nulle part. Kurt Kimball leva la main. Suzanne, je te soutiens dans tout ce que tu veux faire, tant que tu tiens compte des conséquences potentielles de tes actions. Qui sont? Il se mit à les compter sur ses doigts, sans ordre particulier, comme s'il les décrivait à mesure qu'elles le lui venaient à l'esprit. En refusant volontairement la passation de pouvoir, tu romps avec une tradition vieille de 2 siècles. Tu seras traitée de traîtresse, d'usurpatrice, de dictatrice en puissance, voire pire encore. Tu enfreindras la loi et tu pourrais finalement être inculpé. Si aucune preuve de fraude électorale n'est avérée, tu passeras pour vaniteuse et stupide. Tu pourrais perdre ta place dans les livres d'histoire, alors qu'en ce moment, tu as un héritage en or. Suzanne leva la main à son tour. « Kurt, je comprends bien les conséquences. » Elle soupira profondément. « Eh bien, provoquons-les. » Chapitre 4 11 novembre. 16h15, heure normale de l'Est. Cimetière du Mont-Carmel. Reston, Virginie. Une unique rose rouge fraîchement coupée gisait sur l'herbe brunie. Luc contemplait le nom et l'épitaphe gravés dans le marbre noir miroitant. Rebecca St. John. Vivre, rire, aimer. Ce jour maussade et couvert s'estompait déjà à l'approche de la nuit. Un frisson le parcourut. Il était épuisé par le long voyage de retour vers l'Est. Il était également rasé de frais, avait les cheveux courts. Il n'était plus protégé du froid par sa crinière hirsute. Il détourna son regard de la pierre tombale et parcourut le cimetière, rangée après rangée, de tombes couvrant les pentes douces d'une colline, dans un quartier tranquille de la banlieue de Washington. Il leva les yeux vers le ciel plombé. Quand il s'était marié, Becca avait pris le nom de son mari. Apparemment, elle avait choisi d'être enterrée sous son nom de jeune fille. Ça le carbonisait au fond de lui. Leur rupture avait été totale. Il faillit lever le poing au ciel contre Becca, où qu'elle puisse être maintenant. La haïssait-il? Non, mais elle le mettait très, très en colère. Elle lui avait reproché tout ce qui avait raté durant leur mariage, y compris sa propre mort d'un cancer. Au bas de la colline, une centaine de mètres plus loin, sur la route du cimetière, une limousine d'un noir brillant s'arrêta devant la berline de location quelconque de Luc. Un chauffeur en livrée noire et casquette ouvrit la portière arrière. 2 silhouettes en sortirent. L'une était un jeune garçon de grande taille comme son père, portant jeans, sneakers, chemise et coupe-vent. L'autre était une vieille femme un peu voûtée, vêtue d'un lourd et long manteau de laine pour se protéger de la fraîcheur humide de l'automne. Luc n'eut pas à se demander qui elles étaient, il le savait déjà. Il avait triché, bien sûr. 15 minutes plus tôt, il avait suivi cette même limousine. Quand il avait deviné où elle allait, il avait décidé de la devancer ici. Les 2 personnes qui remontaient lentement l'allée, bras dessus, bras dessous, étaient Audrey, la mère de Becca, âgée de 72 ans, et Gunner, le fils de Luc et Becca, âgé de 13 ans. Luc détourna les yeux tandis qu'ils approchaient et scruta l'horizon comme s'il avait repéré quelque chose. Quand il reporta son regard sur eux, ils étaient là tout proches. Il observa leur arrivée. Audrey avançait lentement, prêtant attention à chacun de ses pas. Elle paraissait plus âgée qu'elle ne l'était. Gunner marchait maladroitement à ses côtés, afin de la soutenir. Ce rythme lent lui faisait presque perdre l'équilibre. Il était tel un jeune poulain à l'écurie, tout en énergie frustrée, avide de déchaîner sa fougue et sa puissance. Gunner posa sur Luc un regard interrogateur qui ne dura que quelques secondes. Cela faisait presque 2 ans qu'ils ne s'étaient pas revus. Un laps de temps immense à l'âge du garçon, et pendant un bref instant, il montra clairement qu'il ne savait pas qui était qu'était Luc. Puis ses traits s'assombrirent quand il réalisa qu'il voyait son propre père. Après quoi, il baissa les yeux. Audrey reconnut Luc tout de suite.
En quoi pouvons-nous vous aider » lança-t-elle, avant même qu'il n'atteigne la pierre tombale. Vous, en rien, répondit Luc. Audrey et son mari Lance ne l'avaient jamais accepté comme gendre. Ils avaient eu une influence toxique sur son mariage, bien avant que Becca et lui n'aient échangé leurs vœux. Luc n'avait rien à dire à Audrey. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa » s'enquit Gunner. Sa voix était devenue plus grave. Dans sa gorge saillait une pomme d'Adam qui n'était pas là avant. « C'est la présidente qui m'a fait venir ici, mais je voulais te voir d'abord. »« Votre présidente a perdu, » déclara Audrey. Elle est terrée à la Maison-Blanche comme une folle, refusant d'admettre sa défaite. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez elle. Maintenant, c'est visible du monde entier. Espérait-elle devenir impératrice? Luc observa Audrey, s'imprégna d'elle, prenant tout son temps. Elle avait des yeux creux, aux iris, si sombres qu'ils semblaient presque noirs. Elle avait un nez pointu en forme de bec. Ses épaules sont voûtées et ses mains incroyablement frêles. Elle lui évoquait un oiseau, un corbeau ou peut-être un vautour, un charognard en tout cas. « Elle a perdu » répéta-t-elle. « Elle doit tourner la page et se préparer à remettre les rênes du pouvoir au vainqueur. » Gunner apostropha Luc, ignorant Audrey à présent. « On peut faire quelques pas ensemble ?» J'ai dit à Rebecca, en termes clairs, de ne pas vous épouser. Je lui ai dit que ça finirait en catastrophe. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. « Gunner » répéta Luc. Mais le garçon regardait ailleurs à présent. Luc vit une larme rouler le long de sa joue. Le gosse déglutit avec peine. « Je voudrais juste m'excuser. » Les mots sortaient mal. Des excuses, ce ne serait pas suffisant, Luc le savait. Il allait falloir bien plus que des excuses pour rétablir la situation, si c'était même possible. Il voulait le dire à Gunner. Il voulait lui dire qu'il ferait tout et n'importe quoi, si seulement il le laissait revenir dans sa vie. Il avait commis une terrible erreur. Il la réparerait, dût-il y consacrer le restant de ses jours. Gunner le regarda, pleurant sans retenue cette fois. Les larmes roulèrent sur ses joues. « Je ne veux pas te parler. » Il secoua la tête. « Je ne veux pas te voir. Je veux juste t'oublier. Tu comprends pas. » Luc hocha la tête. « Ok, je peux le respecter. Mais sache que je t'aime et que je suis toujours prêt à t'écouter. Tu as toujours mon numéro? Tu n'as qu'à m'appeler si tu changes d'avis. »« Je n'ai pas ton numéro, » rétorqua Gunner, « et je ne changerai pas d'avis. » Luc opina de nouveau. « En ce cas, je te laisse. » La voix d'Audrey poursuivit Luc sur le chemin. « Ça me paraît une bonne idée. Laissez ce garçon tranquille. » Elle se mit à rire, un caquettement insane qui aurait pu passer pour une quinte de tout si Luc ne la connaissait pas. « Laissez-nous avec nos morts !» Luc rejoignit sa voiture, enclencha la vitesse et arriva presque aux grilles du cimetière avant de se mettre à pleurer à son tour. Chapitre 5 16h57, heure normale de l'Est. Bar chez Bubba. Chester, Pennsylvanie. Personne ne se rappelait qui était Bubba. La petite taverne était sise à un coin de rue, au sud-est de Chester, près de la rivière, depuis peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait été tenue par une dizaine de personnes, à un moment ou un autre, et s'était toujours appelée chez Bubba, d'aussi loin qu'on s'en souvienne. Mais nul ne savait pourquoi. « J'imagine qu'elle va jeter l'éponge », avança un homme au bar. « Il serait temps », grogna un autre. C'était Mark Reeves qui tenait le manche aujourd'hui. Mark était un vieux routier de 67 ans. Il avait servi de la bière dans ce bar, par intermittence, pendant les 25 dernières années, survivant à 3 patrons différents. Depuis ce bar, il avait regardé toute la ville partir à volo. Dans une ville où presque tout était fermé, ou sur le point de l'être, chez Bubba faisait figure de success story. Pour autant, personne ne le gardait très longtemps. Le problème, c'était que l'endroit
était au point mort. Il ne perdait pas d'argent, mais n'en gagnait pas non plus. Il valait trop mieux y travailler ou y boire que le posséder. Au moins, on recevait quelque chose pour sa peine. Une grosse vieille télé cathodique était fixée sur une barre de fer derrière le bar. À 7 heures de l'après-midi, 4 ou 5 buveurs s'alignaient le long du comptoir, ruinant leur chèque de la sécurité sociale et ce qui restait de leur foi. D'habitude, la télévision était calée sur n'importe quel jeu en cours. Or, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, la présidente tenait sa première conférence de presse depuis qu'elle avait perdu l'élection. Mark avait été sceptique à son sujet lorsqu'elle est entrée en fonction, surtout vu les circonstances, mais elle avait grandi dans son estime. Il pensait qu'elle avait fait un assez bon travail dans l'ensemble. Elle et le pays avaient affronté beaucoup de tempêtes. Hier, il avait donc fait une chose qu'il faisait rarement. Il avait voté pour elle. Il n'était pas entré dans un bureau de vote depuis 12 ans. Tout le monde n'avait pas partagé sa décision. « J'aime bien ce nouveau gars », déclara un gros type au comptoir. On l'appelait Skipper, bien qu'il n'ait sans doute jamais mis les pieds sur un bateau de sa vie. Qu'est-ce que Susan Hopkins a jamais fait pour Chester, Pennsylvanie, reprit-il. C'est ce que j'aimerais savoir. De toute façon, il est temps que quelqu'un mette un coup d'arrêt à tous ces Chinois qui envahissent le pays. Et nous rendent nos boulots pendant que tu y es, renchérit un dénommé Steve O. Steve O était si mince qu'il ressemblait à l'un de ces cure-pipes à forme humaine. Il venait ici tous les jours siffler bière et bourbon. Mark n'avait jamais vu Steve O avaler la moindre parcelle de nourriture. Il semblait ne tenir que par l'alcool. Mark essuyait des pintes, tout juste sorties du lave-vaisselle. « Steve O, tu es en invalidité depuis 20 ans. »« J'ai pas dit me rendre mon boulot, » répliqua Steve O. Quelques-uns s'esclaffèrent. À la télé apparut une tribune vide, flanquée de drapeaux américains. « Mesdames et messieurs, la présidente des États-Unis » annonça une voix feutrée. Susan Hopkins gagna la tribune par la droite. Elle portait un tailleur pantalon brun roux. Ses cheveux blonds étaient coupés courts. Très belle. Mark se souvenait d'elle à l'époque où elle était mannequin, en particulier d'un certain numéro de Sports Illustrated sur les maillots de bain, il y avait 25 ans de cela. Il était alors d'âge moyen, marié avec des enfants. Quelque chose lui avait fendu le cœur dans son portfolio. Elle paraissait éthérée, inaccessible, d'un autre monde. Il n'avait pas de mots pour la décrire, et elle était encore plus belle, aujourd'hui, plus terrestre, plus mature. Mark aimait les femmes qui avaient un peu de kilométrage. « Fous-toi à poil, chérie !» lança Steve O, suscitant quelques gloussements parmi l'assemblée. Mark lui avait servi 6 shots et 6 bières au cours des 2 dernières heures. Il dirait que Steve O était visiblement saoul maintenant et qu'il commençait à lui taper sur les nerfs. « Steve O, je vais cesser de te servir. » Celui-ci le regarda. « Hein? Ferme-la ou rentre chez toi. C'est ce que je dis. » Mark se tourna vers l'écran. Hopkins n'avait pas encore commencé à parler. Elle avait l'air de contenir ses émotions. Alors, ça y était. Elle allait accepter les résultats. Elle avait paru populaire, mais au final, elle aura été présidente d'un seul mandat. Et encore, pas entier. « Messieurs et mes chers compatriotes, » commença-t-elle. Le silence régnait dans le bar. L'endroit d'où elle parlait était presque silencieux également. Mark entendait les déclics et ronronnements des appareils photo. Je vais être brève. Cette campagne fut âprement disputée entre 2 visions très différentes de l'Amérique. L'une est celle de l'optimisme, de la bonne entente, de la fierté pour ce que nous avons accompli en tant que nation. L'autre est une vision sombre de colère, de désespoir, de ressentiment, même de paranoïa. Elle voit notre nation comme un paysage en ruine qui ne peut être sauvé que par les efforts d'un seul homme. Et elle promet la violence,
la violence contre notre partenaire commercial le plus important, ainsi que la violence contre nos propres communautés, nos voisins et nos amis. Je suis sûr que vous savez quelle vision j'embrasse. Je ne peux pas accepter une vision du monde basée sur le racisme, les préjugés et la méfiance. Et pourtant, malgré mon appréhension, dans des circonstances normales, ma tâche serait maintenant de féliciter le vainqueur apparent de cette course et d'accueillir le président élu, en préparant courtoisement le transfert pacifique du pouvoir qui est une caractéristique de notre démocratie. Elle marqua une pause, mais ce ne sont pas des circonstances normales. Mark se redressa. Il ressentait un picotement le long de sa colonne vertébrale. Il regarda les hommes alignés le long du bar. Chacun d'eux était de maintenant rivé à l'écran. Tous étaient lunates soudain en alerte, comme des animaux à l'approche d'un orage. Qu'est-ce qu'elle était en train de dire? Ma campagne a permis de découvrir des preuves d'irrégularité du scrutin dans au moins 5 États, notamment la suppression de bulletins de vote, mais aussi l'altération pure et simple et le piratage potentiel de la machine électorale. Nous avons de bonnes raisons de croire que l'élection a été volée, non seulement à notre campagne, mais aussi au peuple américain. Nous avons déjà pris contact avec le FBI et le ministère de la Justice pour leur faire part de nos préoccupations, et nous attendons avec impatience une enquête complète et impartiale. Tant que cette enquête ne sera pas terminée, et quelle que soit sa durée, je ne peux pas et ne veux pas reconnaître les résultats de cette élection, et je continuerai à exercer les fonctions de présidente des États-Unis en respectant mon serment de protéger et de faire respecter la Constitution. Je vous remercie. La présidente Hopkins sortit de l'écran par la droite. S'éleva un brouhaha de journalistes qui criaient, cherchant tous à capter son attention. Des flashs éclataient. La chaîne bascula sur une autre caméra qui se braquait sur la présidente tandis qu'elle était poussée vers une porte latérale derrière un cordon d'agents massifs du Secret Service. Elle ne répondit pas à une seule question. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Steve O. « Elle peut faire ça ?» Nul ne pip un mot. Mark continua d'essuyer ses verres. Il ignorait la réponse à cette question. Chapitre 6 17:48, heure normale de l'Est. 34e étage. Hôtel Willard International, Washington, D.C. « Est-ce qu'on est dans un état de droit ?» criait l'homme au téléphone. Il était assis les pieds sur son grand bureau de chêne ciré, regardant les lumières du Capitole par la baie vitrée. Il faisait sombre dehors. Le soleil se couchait tôt à cette époque de l'année. « C'est ce que j'aimerais savoir, » reprit-il, « parce que si on est dans un état de droit, alors cette femme, l'actuelle occupante de la Maison-Blanche, doit se mettre à faire ses bagages. Elle a payé le perdu, et Jefferson Monroe a gagné. Jefferson Monroe était le président élu des États-Unis, et le jour de l'investiture, si l'occupante actuelle n'est pas partie, nous allons l'expulser, comme un shérif qui expulse un locataire indésirable. » L'homme s'interrompit quelques secondes, le temps d'écouter le journaliste à l'autre bout de la ligne. « Oh, oui, vous pouvez me citer. Vous pouvez même imprimer chaque mot. » Il raccrocha et balança le téléphone sur le bureau. Il consulta sa montre et poussa un profond soupir. Il était en ligne avec des journalistes depuis presque 1 heure après que Susan Hopkins avait quitté la tribune et filé hors de la pièce à l'issue de sa stupide conférence de presse. L'homme s'appelait Jerry O'Brien. Âgé de 50 ans, il était très grand et très maigre. Ses cheveux étaient lairsons clairsemés et son visage tout en angle et sailli. Il pesait le même poids que le jour où il avait reçu son diplôme universitaire. Il était marathonien, triathlonien, et ces dernières années, il s'était mis à faire des courses dans la boue et des parcours de survie. Tout ce qui était pénible, dur, extrême, où les gens s'écroulaient, vomissaient dès leurs tripes ou tombaient
dans une pente et se déchirait les genoux. Tout cela était pour lui. Fils d'immigrés irlandais, il avait grandi dans les rues de Woodside, dans le Queens. Son père était gardien de prison, sa mère femme de ménage. Des gens rudes qui l'avaient élevé avec rudesse. « Si tu veux grandir à Woodside, tu dois te battre, ok ?» Il s'en fichait. Il s'était battu avec n'importe qui. Il était si féroce, si impitoyable, que les gosses du quartier l'avaient surnommé le requin. Il fut le premier dans sa famille à aller à l'université, puis, terre inconnue, en fac de droit. Avant l'âge de 30 ans, il gagna son premier million en courant après les ambulances grâce à la loi sur les dommages corporels. Il s'était fait photographier l'air très fâché, et peu de gens savaient l'homme le faire d'une façon aussi convaincante, et avait fait placarder des affichettes publicitaires dans tout le métro. Vous êtes blessé? Vous avez besoin de quelqu'un de coriace pour défendre vos droits. Un vrai avocat, un vrai New-Yorkais. Vous avez besoin de Jerry O'Brien. Vous avez besoin du requin. Presque aussitôt, il devint Jerry le requin. Tous ceux qui prenaient l'un et le métro dans les 5 arrondissements connaissaient de son nom. Il prit l'habitude de voyager lui-même en métro, ce qu'il détestait, rien que pour voir ses publicités. Plus il travaillait, plus il pouvait se permettre de faire de la pub, et plus il en faisait, plus il travaillait. Bientôt, il fit diffuser des spots à la télé en fin de soirée, puis en milieu d'après-midi. Ce fut un jackpot. Il eut 3 avocats qui travaillaient pour lui, puis 5, puis 10. Quand il revendit son affaire, 10 ans auparavant, il avait 33 avocats et plus d'une centaine d'employés à son service. Il prit sa retraite durant quelques années, à voyager, errer, aller à la dérive, à prendre trop de drogue, à trop boire, à faire trop, de tout. Entrer dans la politique de la droite radicale lui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.